Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons le système nerveux aujourd'hui en allant voir de plus près comment fonctionne l'encéphale, qu'on a déjà nommé et on a déjà nommé ses parties. Et on va donc le regarder au niveau de sa structure et on va aussi regarder au niveau de ses fonctions, donc comment on organise ses capacités. Vous allez voir, on avance. Commençons par l'organisation au niveau structurel, donc en 3 parties si vous voulez. Donc on considère, et ça ce sont des approches qui sont en train d'être modifiées dans la vision de l'encéphale, mais disons que pour l'instant on va garder ça. Le cervelet et la partie inférieure du tronc cérébral, on considère que c'est la première couche qui est apparue au niveau évolutif de notre encéphale, donc c'est celle qui gère les fonctions les plus primaires. On a la deuxième couche qui va inclure le haut du tronc cérébral ici, qui va correspondre à ce qui est plutôt lié aux émotions. Et ensuite la troisième couche, donc, qu'on va plutôt voir sur les capacités avancées de notre système nerveux central. Alors pour revenir à la première couche, on la nomme parfois le cerveau reptilien. Alors c'est là qu'on va avoir la gestion des fonctions vitales, donc le rythme cardiaque, la respiration et également les réactions instinctives liées à la survie. Donc on y inclut les capacités par exemple de se déplacer, donc les contrôles moteurs. La deuxième couche, si on veut, c'est ce qu'on appelle donc le haut du tronc cérébral. Il s'agit du cerveau limbique. Alors lui, on considère qu'il gère entre autres les émotions. Par-dessus, on va avoir ce qu'on appelle le néocortex, donc la troisième couche, qui là va être plutôt liée aux fonctions avancées, donc aux fonctions abstraites, par exemple le langage, la compréhension, la réflexion. Donc ce sera notre troisième couche de système nerveux central. Alors de manière plus anatomique, en réalité quand on regarde l'encéphale, on voit qu'il est très clairement divisé en deux grandes sections, donc surtout quand on le voit du dessus, on voit qu'il y a une ligne qui sépare les deux, et bien on appelle ça les deux hémisphères. Alors ici on a l'hémisphère droit et ici l'hémisphère gauche, donc on imagine que la personne en ce moment, elle est vue du dessus et que ses yeux regardent vers en haut. C'est pour ça qu'on a la droite ici et la gauche ici. Et chacun de ces hémisphères est lui-même divisé en grandes sections qu'on peut voir visuellement. On voit des replis plus marqués qui semblent dessiner des grandes sections. Alors ces grandes sections dans les hémisphères, on les appelle des lobes. Et, bonne nouvelle, ils ont le même nom que la plaque osseuse derrière laquelle ils sont placés. Donc le lobe qui est en arrière de la plaque frontale, rappelez-vous des os du crâne, on l'appelle le lobe frontal. Le lobe qui est au niveau de la plaque pariétale, eh bien c'est le lobe pariétal. On va avoir le lobe occipital à l'arrière et le lobe temporal sur le côté. Donc c'est les mêmes noms que nous avions vus pour les os du crâne. À l'intérieur de l'hémisphère, il y a une zone qui est une cinquième, si vous voulez, partie qu'on va appeler le lobe insulaire. Donc là, évidemment, il faut rentrer à l'intérieur de l'hémisphère pour l'observer. Donc 5 lobes. Et les petits traits que vous voyez, les petits replis, on appelle ça des sillons. Chacun de ces lobes est associé à des fonctions particulières. Alors on peut retrouver plusieurs fonctions dans un lobe. Ces fonctions, on appelle ça, en fait ces zones plus particulièrement, on appelle ça des zones ou des aires cérébrales. Donc ce n'est pas vous n'avez pas besoin de retenir le détail de toutes ces zones, sachez qu'elles existent. Je vais juste vous en nommer quelques-unes. Par exemple, dans le lobe frontal, on va avoir la gestion de tout ce qui est moteur. Donc, ce qui permet de faire le mouvement, ce qui permet d'initier le mouvement. On va également avoir plutôt vers l'arrière, donc tout ce qui est lié à la vision. Donc dans le lobe occipital, mais comme vous voyez, les différentes sections sont un petit peu répandues partout. Et donc, je répète, ne pas apprendre ces grandes sections, sachez qu'elles existent et qu'elles sont connues. Donc, on appelle ça des zones ou des aires cérébrales. On passe par le petit appareil qui mesure donc le fonctionnement. Comment on a pu faire pour déterminer que ces zones existent, par exemple? Eh bien, on utilise un appareil qui s'appelle l'électroencéphalogramme, qu'on va poser sur la tête d'une personne et qui va détecter les courants électriques qui circulent. On avait vu ça dans un cours précédent,
les neurones, en fonctionnant, font passer des influx nerveux. Et c'est grâce à ça qu'on peut savoir quelle zone du cerveau est activée, par exemple quand la personne parle, ou quand elle réfléchit, ou quand elle regarde quelque chose. Et c'est ce qui nous a permis de dessiner des cartes. Donc, on le voit grâce au petit courant électrique. Vous voyez ici, on va demander à la personne de penser à quelque chose, de faire quelque chose. Donc, évidemment, on ne sent rien, hein, ça ne fait que détecter les courants électriques, ça n'en envoie pas, bien sûr. Et on va détecter les courants électriques qui circulent dans la zone, et ça nous permet de savoir quelle zone est activée à quel moment. Alors, tout ce système nerveux est protégé par différentes couches. Alors, évidemment, on a l'os, hein, les différentes plaques du crâne, par-dessus lequel il y a la peau avec les cheveux, donc on appelle ça le cuir chevelu. Mais même en dessous de l'os, il y a des protections. Le système nerveux central étant celui qui gère tous les autres systèmes, eh bien, il faut qu'il soit protégé de tous les chocs possibles. Alors, il y a 3 couches de protection. Il y a une première couche qui est sous l'os crânien qu'on appelle la dure mère, qui est un tissu relativement solide, en dessous duquel on a un tissu qui ressemble à une sorte de toile qu'on appelle l'arachnoïde, et enfin, juste à la surface de la matière nerveuse, on a une autre structure qui s'appelle la pimère. Or, ces 3 couches, dure mère, arachnoïde et pimère, forment ce qu'on appelle les méninges. Donc, les méninges, ce sont les couches protectrices du système nerveux central qui sont en dessous de l'os crânien. À noter que dans l'arachnoïde, il y a un liquide qui circule qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien, donc qui va entre autres amortir les chocs lorsqu'il y a des chocs justement sur le crâne par exemple. Alors on reconnaît le mot méninge avec la méningite qui est une inflammation des couches protectrices autour du système nerveux central, maladie très grave évidemment, vous imaginez bien que s'il y a une infection virale ou bactérienne dans la zone, eh bien le système nerveux central est en danger. À noter également que lorsque l'on observe le système nerveux central, on peut y voir différentes intensités de couleurs. Alors, on a l'habitude de dire par exemple que il y a une couleur grise et une couleur blanche. Alors, souvent, la zone extérieure, quand on regarde par exemple un morceau de cerveau, elle est plus sombre, on l'appelle la substance grise, et la zone qui est plus à l'intérieur, on l'appelle la substance blanche. Alors, on sait pourquoi. C'est parce qu'en réalité, eh bien, les neurones sont placés d'une certaine manière. Il y a plutôt les corps cellulaires qui sont dans la zone externe, et c'est eux qui sont plus colorés en gris. Et il y a plutôt les zones axonales qui sont dans la zone en dessous. Et c'est la myéline notamment qui donne cette coloration blanche. Donc imaginez ça comme plein de câbles électriques qui circulent et qui vont donner cette coloration blanche. On retrouve cette organisation en double couleur dans la moelle épinière. Vous voyez un morceau de moelle épinière en ce moment à l'écran, avec les zones plus grises au centre et les zones plus blanches comme ça sur les côtés. Alors ça, c'est les vraies couleurs qu'on va voir. Vous voyez, donc on l'appelle grise, mais en réalité, elle est plutôt un peu plus colorée, si vous voulez, que le reste. Donc, on irait plutôt dans le beige et le blanc pour que ce soit des couleurs plus réalistes. Alors maintenant, si on regarde les fonctions du système nerveux central, on peut les organiser de 2 manières principales. Il y a les fonctions que nous contrôlons, donc on les appelle les fonctions volontaires, et toute la partie du système nerveux qui gère ces fonctions que nous sommes capables de contrôler, on appelle ça le système nerveux somatique. Et bien en résumé, c'est les muscles striés, les fameux muscles striés squelettiques qu'on avait déjà croisés, que nous contrôlons de manière volontaire, consciente. Je décide de courir, je décide de sauter, je décide d'attraper le ballon. Donc tout ça, toutes ces fonctions du système nerveux que nous contrôlons de manière consciente, on appelle le système nerveux somatique. Et il y a bien sûr l'inverse, tout ce que nous ne contrôlons pas. Donc c'est bien sûr contrôlé par le système nerveux central, mais nous n'avons pas d'action volontaire dessus. Alors exemple, les battements du cœur, les respirations du diaphragme, l'avancée des aliments dans le système digestif. Bien sûr que nous ne contrôlons pas de manière volontaire. Petite parenthèse, on peut contrôler de manière volontaire si on le désire la respiration, mais si on ne le fait pas, elle se fait de manière automatique. Alors tout ce qui est automatisé, eh bien on appelle ça le système nerveux autonome. Donc vous pouvez y aller avec beaucoup d'autres fonctions que je ne nommerai pas, mais la transpiration, etc. Donc l'avancée du sang dans les différentes artères, tout ça, se sont contrôlés par le système nerveux autonome. Alors le système nerveux autonome est lui-même divisé en 2 grandes sections. Il y a tout ce qui gère la mise en action du corps, donc par exemple une accélération du rythme cardiaque, la transpiration, la dilatation des pupilles, une accélération du rythme respiratoire.
tout ça, par exemple, quand on fait un effort, on ne contrôle pas ça de manière volontaire, ça se fait tout seul, c'est automatique. Eh bien, tout ce qui est lié à la mise en action, on appelle ça le système nerveux sympathique. C'est donc une partie du système nerveux autonome. À noter que ça bloque la digestion. La digestion n'est pas mise en activité pendant que l'on fait une activité sportive, elle est mise en arrêt. On mobilise l'énergie pour les mouvements par exemple, mais on ne digère plus. L'inverse du système nerveux sympathique, c'est le système nerveux parasympathique. Et bien lui, il gère la mise au repos de l'organisme. Donc un ralentissement du cœur, un arrêt de la sudation, un ralentissement de la respiration et une rétraction de la pupille des yeux, contraction. Et là, il y a activation du système digestif. Donc ces deux systèmes sont opposés. Celui qui le met en action, c'est le système sympathique. Et celui qui est opposé, qui met au repos, c'est le système nerveux parasympathique, donc ça veut dire parallèle, opposé au sympathique. En résumé, on a un système nerveux qui se divise en deux grandes sections. Le système nerveux que nous contrôlons, qui s'appelle le système nerveux somatique, et celui que nous ne contrôlons pas, qui s'appelle le système nerveux autonome. Et dans le système nerveux autonome, il y a deux grandes sections, celle qui gère l'autonomie dans la mise au repos, donc le système nerveux parasympathique, et celle qui gère l'autonomie dans la mise en action, le système nerveux sympathique. Deux petites informations complémentaires. Le sommeil est un processus neurologique de mise au repos qui est parcouru de différentes phases, et notamment des phases très actives qui sont des phases de tri, de réorganisation des informations qui ont été enregistrées pendant la journée. Mais il y a également des phases de nettoyage et de réinitialisation des neurones pour qu'ils puissent bien fonctionner le lendemain. Donc c'est un nettoyage, un rebootage si vous voulez, une remise à niveau du système nerveux qu'on va avoir pendant la nuit. On va passer sur l'évanouissement et le coma qui sont des arrêts momentanés ou plus longs de certaines parties du système nerveux. Et on va terminer avec la mort cérébrale. Donc en biologie, en médecine, on considère qu'une personne est morte cérébralement quand il n'y a plus d'activité électrique dans son système nerveux central. Vous voyez ici à l'IRM un cerveau en action et un cerveau qui n'a plus du tout d'activité, donc tout est éteint. Alors on considère que la personne est décédée puisque évidemment plus rien ne fonctionne dans l'organisme. Voilà pour cette troisième vidéo sur le système nerveux.